Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Aujourd'hui s'ouvre le Festival du Livre de Paris, auquel France Culture va consacrer une large place. Et pour fêter le livre et l'édition, j'ai décidé de vous inviter François Samuelsson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agent littéraire. Vous êtes, paraît-il, l'agent littéraire le plus influent d'Europe. J'ai sous les yeux une interview formidable de Céline. Elle est publiée dans le Figaro. C'est une interview de 1960. Alors, Céline dit évidemment beaucoup de mal de beaucoup de ses confrères. Il dit Sagan, Sartre, tous ces gens-là donnent dans le sexe. Oh, le sexe, pauvre petit merdeux. Et puis il est très pessimiste, ça ne va pas vraiment vous surprendre. Il dit par exemple, le livre ne répond plus à rien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le livre ne répond plus à rien. Je pense que si vous aimez Louis de Funès, il faut absolument lire la correspondance Céline-Gaston Gallimard, parce que vous pourrez rire sur 700 pages, Céline passant son temps à réclamer à Gaston de l'argent. C'est à peu près la seule chose qu'il fait. Et d'ailleurs, il a cette saillie absolument sublime à un moment, il l'appelle « Ô sublime coffre-fort ». Donc, si vous voulez, on est en plein dans le cœur de mon métier, j'aurais rêvé de représenter Céline, d'ailleurs. Justement, parce que vous précédez mes questions sur le fait que vous auriez pu représenter Céline, sur le fait que... Je suis pas assez vieux, quand même. Le rapport... Non, si... Évidemment, vous aviez vécu quelques années auparavant, sur le fait que les rapports entre les écrivains et leurs éditeurs sont évidemment compliqués. Alors, vous êtes au milieu. Ça consiste en quoi, ce métier d'agent ? Alors, pour revenir sur l'époque de Céline, Monterland et, disons, de tous ces écrivains du premier trois quarts du XXe siècle, la relation était une relation un peu paternaliste. Je n'irai pas jusqu'à évoquer un droit de cuissage, mais c'était une relation assez paternaliste entre l'éditeur et l'auteur. Il y a un phénomène qui se produit lentement à partir des années 70, ça c'est mon analyse, on peut la contester, mais c'est, je dirais, une sorte d'élévation des classes moyennes et donc l'accès au métier d'écrivain de gens qui n'ont pas les fortunes de ces gens-là, Claudel et d'autres, et ainsi se retrouvent dans une situation où ils doivent gagner leur vie. Et c'est là que, par les hasards de la vie, j'avais monté une agence littéraire qui existe toujours d'ailleurs à New York pour représenter les écrivains français à New York et donc vendre leurs livres pour qu'ils soient traduits en langue anglaise alors que l'on considère toujours que c'est la chose la plus difficile, c'est-à-dire obtenir une traduction en Amérique. Et le métier, une fois appris, je l'ai, si je puis dire, importé, donc je n'ai pas inventé grand-chose, mais le métier consiste finalement, quand on est agent littéraire, à être le compagnon de route d'un écrivain. C'est très différent, par exemple, de l'intervention d'un avocat qui interviendra sur un contrat ponctuellement. Là, vous avez, si vous voulez, d'ailleurs, comme dans la représentation des acteurs, metteurs en scène ou scénaristes, vous êtes dans une représentation longitudinale, si je puis dire, et vous êtes, je dirais, l'accompagnateur de l'ombre, enfin un peu moins en ce moment pour mon cas, mais de ces artistes et en l'occurrence de ces écrivains. Et donc vous les représentez, vous les accompagnez, vous accompagnez des écrivains très divers, Frédéric Beigbeder, Virginie Despentes, Philippe Gian, Michel Houellebecq. Est-ce qu'on peut accompagner vraiment de la même façon Virginie Despentes et Michel Houellebecq, François Samuelsson ? Oui, absolument, puisque moi je représente des personnes, je ne représente pas des pensées. Je veux dire, une maison d'édition peut très bien publier Virginie Despentes et Frédéric Beigbeder, dont on peut dire qu'ils ne sont pas exactement issus du même moule. Donc le problème n'est pas tant de savoir ce que chacun pense à juste titre ou pas. Enfin, et à juste titre, tout le monde, simplement, après, ça dépend de l'appréciation qu'on peut avoir. C'est-à-dire que vous n'avez pas une forme de littérature ou une forme d'écrivain
Alors, je pense que, si vous voulez, les agences littéraires, c'est peut-être moins visible en France, c'est plus clair aux États-Unis, parce que pour la petite histoire, une maison d'édition, par exemple en Amérique, n'accepte pas de manuscrit si elle n'est pas passée par le filtre d'une agence littéraire. Mais ça, c'est un autre système extrêmement judiciarisé, c'est pour éviter les plaintes en plagiat, etc. Dans le cas, entre guillemets, français, si vous voulez, c'est un peu différent. C'est-à-dire que vous êtes aux côtés d'un écrivain et vous pouvez ainsi agir pour son compte devant un éditeur, devant un producteur de cinéma, pour construire un opéra. Enfin, il y a 1000 raisons, si vous voulez, de travailler avec un auteur. Et alors, par exemple, en ce moment, il y a un livre de François Krug qui est paru, qui explique qu'il y aurait une proximité entre Michel Houellebecq et l'extrême droite. Qu'est-ce que ça vous inspire, à vous qui avez passé votre vie à gauche, par exemple? Oui, j'ai pas lu ce livre, mais je suis toujours circonspect devant les effets d'amalgame, parce qu'on dit Houellebecq, mais il y a aussi Sylvain Tesson, donc qui tout d'un coup se voit adosser ce nouveau brassard. Je pense que, si vous voulez, l'appréciation politique, elle varie. Les appréciations politiques en général varient selon les époques. Je vous prends un exemple. Il y a eu, très exactement le 21 juin 1973, une grande manifestation contre Ordre Nouveau, une organisation d'extrême droite qui tenait un meeting à la Mutualité contre l'immigration sauvage. La raison pour laquelle nous manifestions et voulions empêcher cela, c'est parce que c'était, une affirmation d'ordre raciste. Aujourd'hui, dire qu'on est contre l'immigration sauvage, entre guillemets, a plus une implication économique. Elle peut être ici et là teintée de racisme, mais si vous voulez, voyez, ce que j'essaye de vous dire, c'est que les couleurs changent au fur et à mesure du temps. Et donc, vous pourriez finalement, vous accueillez des écrivains différents les uns des autres, vous les accompagnez. J'ai lu par exemple que vous aviez soufflé l'un de ces sujets à Emmanuel Carrère. C'est vrai? Ça s'est passé comment, François Samuelson? Écoutez, c'était un moment où il était dans une profonde déprime, qu'il raconte d'ailleurs dans Yoga, et il était sec, ce qui peut arriver à un écrivain. Et à l'époque, la biographie était plus en vogue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et je sais qu'il était un grand amateur de science-fiction. Et il a fini par aboutir sur Philippe Cadic. Alors il y a une anecdote assez amusante qui va vous montrer le rôle d'un agent, c'est qu'il voulait absolument... C'était une encoche à son habitude de publier avec Paul Tchaikovsky-Laurence chez POL. Il voulait absolument faire ce livre avec Elisabeth Gilles, qui était la directrice de collection chez De Noël de Présence du Futur et qui avait publié Philippe Cadic et qui l'avait accompagné au festival de science-fiction de Nancy, la seule et unique fois de sa vie où il est venu en France. Et à l'époque, Elisabeth Gilles... C'était à Metz. À Metz, pardon. C'était dans l'est de la France. Et donc, Elisabeth Gilles était aux éditions Julliard. Donc, j'avais mis une clause intuitu personae avec Elisabeth Gilles. Je voulais absolument que, s'il y avait quoi que ce soit, il ne puisse pas être séparé. Des raisons X et Y, elle a quitté Julliard, elle est rentrée chez Payot. Rebelote, on a refait le contrat avec Payot, qui ne voulait pas la clause intuitu personae, c'était réponse en My Dead Body. Et puis ensuite, Elisabeth Gilles a été licenciée de Payot et elle atterrit chez Seuil, et c'est pour ça que le livre est aux éditions du Seuil. Mais je voudrais juste revenir un instant sur ce que vous avez dit par rapport au fait qu'on puisse représenter des gens, je dirais, d'obédience différente. Dans tous les sens, d'ailleurs, du mot différent. La seule chose que je peux dire, c'est que l'agence que je dirige, elle a une certaine, je dirais, coloration littéraire. C'est une vraie volonté. Les choses ne se font pas par hasard. D'autres représenteront peut-être des écrivains plus, je dirais, commerciaux.
Mais si vous voulez, c'est comme d'ailleurs les maisons d'édition. Je veux dire, il n'y a pas, c'est pas la même chose si vous êtes chez Michel Lafon ou si vous êtes chez Grasset. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on va pas forcément citer de nom d'ailleurs, François Samuelson, mais il y a des écrivains très vendeurs que vous n'accompagneriez pas, que vous refuseriez de représenter? C'est pas que je refuserais. Je veux dire, tout écrivain a droit à un bon agent. Simplement, c'est pas ma tasse de thé. Donc, je sais que pour faire ce métier, je voudrais pas être grandiloquent, mais pour défendre quelqu'un, il faut, je dirais, être en osmose avec son travail. Alors justement, en osmose avec son travail, lorsque vous parliez de Carrère, vous sentez l'écrivain, l'écrivaine, vous sentez le marché, vous sentez les deux quand vous lui dites fais cette bio de Cadic? Non, il y a rien. Alors, ça va vous faire sourire, mais non, il n'y a rien lié au marché. C'est-à-dire là, quand vous faites une suggestion telle que celle-là à Emmanuel, qui est au fond du trou, vous le faites parce que vous le faites pour son bien. Voilà. Et parce que vous savez qu'il a la compétence, la qualité et le bagage pour pouvoir faire cette biographie. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que ce livre est sorti, a marché gentiment, mais ensuite, grâce aux adaptations successives des livres de Philippe Cadic au cinéma avec Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise, etc., son livre est vendu dans le monde entier. Bon, c'est devenu un classique. Oui, mais à l'époque, voyez, quand vous le faites, je ne sais plus quelle année c'était, on ne peut pas savoir ce que sera l'avenir. Et donc alors, c'est ça qui est intéressant. Et alors, les rapports des écrivains, encore une fois, à l'argent sont difficiles. Le marché est difficile aussi. Est-ce que aujourd'hui, vous avez la sensation, François Samuelson, de comprendre comment un livre non seulement s'écrit, se fabrique, mais aussi se vend? Ça, c'est le boulot de l'éditeur. Moi, je vends l'auteur et lui vend le livre. Chacun sa part dans le dans le grand fil commercial de l'édition. Mais vous êtes en amont et donc vous savez. Non, je sais, mais si vous voulez, c'est ce que je dis souvent. Je fais ce métier depuis bien longtemps et j'ai toujours entendu les gens pleurer. Bon, alors il y a effectivement. Dès 1960, apparemment, ils pleuraient. Oui, non, mais c'est voilà. Donc. Je veux dire, oui, c'est vrai qu'en ce moment, la littérature marche moins bien, mais il y a 2 ans ou l'année dernière, avec un certain nombre d'effets d'aubaine grâce au Covid et les éditeurs ont très très bien gagné leur vie. Donc, vous savez, voilà, l'éditeur aussi, c'est une entreprise commerciale. Ils veulent souvent nous faire croire qu'ils ont une espèce de... pas vocation, mais enfin bref... un destin qui serait plus que être commerçant, c'est-à-dire vendre des livres. Votre autre spécificité, François Samuelson, c'est de travailler aussi bien en littérature et également dans le domaine du cinéma. Si vous deviez faire un banc comparatif, être agent pour des stars de cinéma ou être agent pour des stars littéraires? Alors, les acteurs, être acteur et surtout actrice, c'est, je pense, un des métiers les plus difficiles au monde. C'est-à-dire c'est le seul métier, à ma connaissance, où vous pratiquez un métier artistique et vous n'avez aucune maîtrise sur ce que vous voulez faire. Vous devez attendre le coup de fil qui va vous solliciter. Donc, quand vous n'avez pas réussi, vous craignez de ne pas y arriver, et puis quand vous êtes, je dirais, en haut du tableau, vous avez peur de ne pas y rester. Et donc, c'est quelque chose qui crée une insécurité, qui fait que pour l'agent, vous êtes, je dirais, continuellement bombardé de coups de fil, alors que quand vous êtes agent littéraire, je ressors souvent cette anecdote avec l'aval de l'auteur, parfois j'appelle Olivier Adam pour vérifier qu'il n'est pas mort. Vous voyez, donc on est vraiment dans deux extrêmes. Mais alors, les acteurs, les actrices sont plus anxieux que les écrivains? Oui, je crois, oui. Oui, parce qu'un écrivain, quelque part, il peut pratiquer son art seul dans sa chambre, ou à l'hôtel, ou dans la rue, au café, où il veut. Il peut créer. Son inquiétude, elle est d'ordre différente. L'acteur, lui, ou elle, c'est de ne pas avoir de travail. Je veux dire, et vous restez chez vous, les bras ballants. Le pont qui se fait aujourd'hui de plus en plus entre vos deux métiers, François Samuelson, c'est que les livres sont aujourd'hui de plus en plus utilisés dans des récits portés à l'écran.
c'est vieux comme le cinéma, mais maintenant, il y a les séries, et ça change beaucoup de choses, j'imagine, dans votre métier, ou en tout cas dans l'industrie du livre. Non, je pense que surtout, pardon, je fais un petit retour en arrière. Vous savez, le livre a toujours été la base un peu du cinéma. Rappelez-vous, peut-être dans votre jeunesse, que certains films commençaient, on voyait les premières pages d'un livre qui se tournait, fondu au noir, et on rentrait dans le film. Donc, si vous voulez, le livre a toujours été une des bases les plus fortes de l'adaptation au cinéma, etc. La série est je dirais, une version un peu tartinée d'un film, et que ça juste multiplie, de par l'argent qui dégringole sur l'audiovisuel. Il y a un appel d'air beaucoup plus fort pour un certain nombre d'histoires, donc de livres indirectement. Mais les livres ont toujours été très demandés. C'est pas... Mais le fait qu'il y ait aujourd'hui la possibilité peut-être plus grande de transformer des livres en séries avec une économie différente, avec peut-être aussi une manière d'écrire différente, ça c'est quelque chose que l'on disait beaucoup moins auparavant, François Samuelsson, le fait que certains livres sont écrits par exemple comme des scénarios. Je peux pas vous répondre là-dessus, parce que je crois que ce qui est intéressant, c'est d'abord et avant tout le thème littéraire. Alors après, si vous voulez, il y a toujours la sensibilité du moment dont je parlais tout à l'heure pour des raisons politiques. Elle est aussi liée à l'environnement dans lequel vous vivez. Et si vous voulez, ça modifie pour une part la création littéraire. Mais il n'y a pas, je crois, ça ne se fait pas parce qu'il y a... Enfin, c'est un peu l'œuf et la poule, quoi. Voilà. Les éditeurs et les écrivains pleurent, les lecteurs ou les critiques littéraires aussi pleurent parfois. François Samuelsson considère que la grande littérature c'était avant, qu'il y a de moins en moins de production de beaux, de grands livres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est faux. Je pense que d'abord, les grands livres, ils se dessinent avec le temps. Pour des raisons diverses et variées, ils prennent une dimension, ils peuvent être découverts. Je pense qu'au contraire, la littérature française n'a jamais été aussi vivante que depuis les années 90. Pourquoi 90 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il y a eu avant, si vous voulez, des coups de boutoir du nouveau roman et du structuralisme, ce qui faisait que la fiction était peu en vogue. Et il y avait assez peu de production de fiction littéraire. Je dirais la grande exception, et là, pour illustrer mon métier, ça a été l'établi de Robert Linhart. Voyez, quand j'ai commencé mon métier, j'avais un souhait, c'était que porter à l'écran l'établi de Robert Linhart, parce que je considère que c'est une des œuvres littéraires les plus importantes des années 70 et qui dit beaucoup de choses sur les années 70 et cette génération qui fondera le journal Libération. Et oui, parce que l'une de vos passions auxquelles vous avez consacré un livre d'ailleurs, c'est le journal Libération. Voilà. Et donc, l'établi de Robert Linhart raconte l'histoire d'un jeune, comme il y en a eu beaucoup, d'un jeune étudiant normalien destiné aux plus grandes choses et qui finalement décide d'aller s'installer, de s'établir et donc de travailler à la chaîne, etc. Et c'est un livre qui est extrêmement bien écrit, très fort. Et un de mes vœux était de le porter à l'écran et ça a été 10 ans de travail et il est sorti dans une relative indifférence. Non. Si vous regardez les résultats en salle, hélas, oui. Mais ça ne veut rien dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne veut rien dire. Regardez, aujourd'hui, on dit que Jeanne Dillman de Chantal Akerman est le meilleur film du monde. Je ne suis pas sûr qu'on l'aurait dit il y a 5 ans. On se retrouve dans quelques instants, François Samuelsson, à l'occasion du Festival du Livre de Paris. Les matins s'intéresse à l'édition. Vous êtes agent littéraire, vous serez rejoint par 2 éditeurs, Olivier Nora qui dirige la maison Grasset et Dorothée Cuneo qui dirige les éditions de Noël. Il est 8h sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. C'est une question qu'on ne devrait pas poser à des éditeurs. Comment se porte l'édition ? Mais comme aujourd'hui s'ouvre le Festival du Livre de Paris, on a quand même décidé de parler de livres avec vous, François Samuelsson. Vous êtes agent littéraire et je vous présente 2 éditeurs. Dorothée Cuneo, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice des éditions de Noël. À côté de vous, Olivier Nora, le directeur général des éditions Grasset. Vous êtes beaucoup engueulé, Olivier Nora, avec François Samuelsson? Historiquement, beaucoup, mais enfin, on est des vieux machins. Ça se passe comment avec un agent littéraire, Olivier Nora? Ça se passe comment? Tout dépend des agents.
Et des éditeurs d'ailleurs. Il y a des périodes dans lesquelles il vaut mieux avoir un agent lucide qu'un auteur qui ne l'est pas. Puis il y a des périodes dans lesquelles il vaut mieux avoir un auteur lucide qu'un agent qui ne l'est pas. Voilà, donc ça dépend beaucoup des situations. Et vous, Dorothée Cuneo, comment ça se passe avec les agents? Est-ce que vous vous dites que, bon, c'est monsieur 10, 12%? Je ne sais même pas d'ailleurs quel est le pourcentage que prend François Samuelsson. Très raisonnable. 10 seulement. 10 seulement. En effet, les situations varient, mais enfin, il y a beaucoup de situations où on n'a pas affaire aux agents, puisqu'il y a la plupart encore des auteurs français ne sont pas représentés par des agents, et nous faisons ce travail, nous, éditeurs, on vend des livres, mais aussi on accompagne les auteurs, et voilà, dans leur travail quotidien. François Samuelsson, ça veut dire que vous pouvez travailler, on a parlé des auteurs, et vous nous avez dit que vous aviez quand même une patte. En matière d'éditeur, comment ça se passe? En matière d'éditeur. Est-ce que vous pouvez travailler avec tous les éditeurs? Oui, je peux travailler avec tous les éditeurs. Non, ce que je disais, c'était que les agences littéraires avaient, comment dire, une identité par rapport à ça, par rapport à la liste de la maison, et que c'était la même chose pour les maisons d'édition. Et donc à partir de là, vous vous retrouvez mécaniquement face à des éditeurs avec lesquels vous êtes en osmose par le choix des auteurs ou par les choix, artistiques. On a dit que les éditeurs, comme les romanciers d'ailleurs, se plaignaient depuis longtemps, mais quand même un point, Olivier Nora, sur ce qui se passe aujourd'hui dans l'édition. Dans l'édition ou sur le marché du livre? Parce que c'est sur pas le tout à marché fait... du livre, Bon, sur la façon dont les affaires se font. Oui. Les chiffres ne sont pas mauvais agglomérés, si j'ose dire. Ce qui bouge pas mal, il y a une espèce de tectonique de plaques qui fait qu'il y a des secteurs qui sont en développement et des secteurs qui souffrent un peu plus. Voilà. Mais quand vous prenez la littérature générale adulte, l'ensemble de ce secteur-là, les chiffres ne sont pas vraiment mauvais. Ce à quoi on assiste en ce moment, qui surprend un peu les uns et les autres, c'est à une croissance très forte des mangas, ça on en a déjà parlé, et le Pass Culture n'y est pas pour rien, à une croissance assez saisissante de secteurs ce qu'on appelle young adultes, a priori, enfin qui était le cœur du métier des jeunes adultes, qui sont l'heroic fantasy et la dark romance. Bon, ça c'est assez nouveau, enfin c'est assez nouveau. 50 Shades of Grey, c'était déjà de la dark romance, 50 nuances de gris, mais enfin aujourd'hui, promu par TikTok, par des booktokers, par des booktokeuses, ce secteur s'envole. C'est près de 200% de croissance, là où la littérature générale adulte classique peine un petit peu plus. Dorothée Cuneo, c'est quoi la dark romance? La dark romance, c'est des livres, enfin, par exemple, là, si on en prend un qui est dans les listes de best-sellers, il s'appelle Captive, ça veut déjà dire beaucoup. Et c'est là, par exemple, l'histoire d'une jeune fille qui se fait maltraiter, en fait, par un homme. Mais c'est pas qu'elle aime ça, mais néanmoins, elle pense qu'elle va le sauver. Donc, elle reste et les choses se compliquent. Mais voilà, on est dans des... C'est quoi? C'est, disons, de la littérature sentimentale type Harlequin, revue et corrigée de manière plus... Olivier. Oui, c'est revue et corrigée. Et d'ailleurs, Guillaume, c'est passionnant, parce que du point de vue idéologique, il faudra qu'on m'explique comment ce secteur peut être en croissance au moment où le fond idéologique de l'époque est quand même très hostile au patriarcat, très hostile aux stéréotypes de genre, et le pire des stéréotypes de genre véhiculés par ce genre de livres. Comment est-ce compatible? Comment pouvez-vous avoir une telle croissance de consommation de ce type de livres au moment où vous avez une telle vigilance sur les critères qui président à ces codes? Voilà. Dorothée Cuneo, est-ce que vous avez une explication ou en tout cas des idées? En tout cas, est-ce qu'on doit se réjouir de la diversité? Parce qu'on pense qu'en effet que c'est une génération, c'est quand même des lectrices qui doivent avoir entre 15 et 25 ou 30 ans, qui sont férues à la fois, qui viennent faire leur marché sur TikTok et qui lisent ces livres. Et c'est vrai que c'est là aussi où on a beaucoup de woke. Voilà. Et donc on a donc
soit on déplore une schizophrénie, si c'est les mêmes, sinon on peut se réjouir d'une diversité de la jeunesse. Il y a plusieurs interprétations. Soit on estime que la bande passante intersectionnelle, c'est 5% du pays et que les 95 autres continuent de lire ça, soit on estime que ce sont les mêmes et que dans la journée, il y a de l'idéologie et la nuit des fantasmes. Bon, moi je vais me tourner vers François Samuelsson qui accompagne des auteurs woke comme des auteurs qui sont considérés comme étant plutôt des boomers et dans la vague inverse. De Virginie Despentes à Frédéric Beigbeder et François Samuelsson. Et vous avez malgré tout des auteurs qui se vendent. Pourquoi, d'après vous, un tel succès, par exemple, pour Virginie Despentes, ou j'imagine aussi pour le dernier Beigbeder? Parce que je pense que ce sont des auteurs qui sont en osmose avec leur époque. Ils ont alors c'est des généralités qui sont toujours difficiles à raccrocher aux uns et aux autres individuellement, mais quand vous prenez quelqu'un comme par exemple Virginie Despentes qu'Olivier publie chez Grasset, c'est quelqu'un qui est je dirais un personnage leader de son époque, qui correspond aux 5% de la bande passante dont parle Olivier, mais manifestement ça fait déjà du monde, même si ça déborde un peu sur cette définition-là. Quant à Beigbeder, pour des raisons diamétralement opposées à celles de Virginie, il épousé aussi son époque et ses livres expriment cela. Et au fond, pour moi, Virginie n'est ni assignable ni résumable aux 5% de la bande passante intersectionnelle. Non, mais je ne pense pas du tout. Si on prend par exemple les éditions... Et prenez son succès depuis 20 ans, il ne repose pas là-dessus. Mais alors, si on prend justement la bande passante des éditions Grasset, disons, oui. de Virginie Despentes à, je ne sais pas, Yann Moix, par exemple, il y a une bande passante très large. Il y a une tessiture très large. Non, moi je pense que les grandes maisons sont les maisons des grandes querelles, et que ça a toujours été le cas. Voilà, vous prenez le Gallimard du 20e, et vous aviez la cohabitation là de Sartre et Camus et de Céline, si vous voulez. Bon, voilà. Donc relisez les textes de Céline sur Sartre, sur Jean Solpart comme il l'appelait, et voyez la violence et la virulence de ses propos. Arriver à tenir ensemble des gens dont les sensibilités, les idéologies sont diverses, voire antinomiques, ça me semble être un des métiers de l'édition aujourd'hui. Et chez De Noël, alors il y a des collections qui sont des collections mythiques. On parlait de Cadic, Présence du futur. Chez De Noël, ça a été le berceau de la science-fiction en France. En tout cas, c'est là où on a découvert un grand nombre d'auteurs comme oui, Asimov, Bradbury, qui sont là. Et puis même au départ, avant, Céline, puisque vous en parliez, François, c'était en effet ça a démarré avec Robert De Noël. Et alors, comment aujourd'hui se développe une patte chez De Noël, Dorothée Cuneo? Aujourd'hui, on a en littérature française et en littérature étrangère, là, ce qui est ce dont on a parlé, ce qu'on déplore là, c'est le marché, on l'a connu meilleur, mais enfin, on a quand même beaucoup de très bonnes histoires. J'étais hier à la Foire de Londres, où ça fourmille de gens qui racontent des histoires. On m'a raconté 150 histoires. C'est quoi une histoires. foire littéraire? Ça se passe comment? Une foire littéraire, c'est des éditeurs qui viennent acheter au monde entier, et donc rencontrer des agents et rencontrer des éditeurs du monde entier, des histoires. Donc c'est du speed dating, et c'est on est deux autour d'une table et on nous raconte des histoires toute la journée. Voilà. Quelles sont les principales foires littéraires, François Samuelsson? Ça fonctionne comment? Principalement la foire de Francfort, la foire de Londres, le Lay-Billet en Amérique, c'est l'existence. On n'en a pas en France? Celle de ce soir. Si, ce soir, il y a le salon du livre. En fait, le salon, c'est comme une grande librairie, mais va accompagner le salon au mois de juin. Il y a le Paris Book Market, et là, ça se développe. C'est assez bien. Ça a commencé l'année dernière, et là, il y a environ presque 100 éditeurs du monde entier qui vont venir pour rencontrer les agents. Olivier Nora. Guillaume, juste pour rebondir sur cette affaire de raconter des histoires, je pense qu'un des problèmes qu'on a avec la fiction française aujourd'hui, parce que c'est ce secteur-là qui a le plus de difficultés. La non-fiction, les essais, on arrive encore. Et je pense que dans des périodes troublées, de toute façon, il y a une volonté d'élucidation de l'époque qui passe aussi par des essais, par de la non-fiction.
le roman français, il est de plus en plus assigné à résidence dans l'autofiction. Le récit de soi, l'histoire personnelle, la confession, la confidence. Et donc, c'est vrai qu'on a de plus en plus de difficultés avec le roman de l'imaginaire, qui était la pratique même classique du roman. Et tout se passe comme si on avait une sorte de swap, d'échange, d'interversion, qui fait que plus le réel est contaminé par le fake et par la réalité alternative, par la vérité alternative, plus on demandait au roman de produire ses preuves de vérité, à la fois de légitimité, puisqu'il faut être légitime maintenant à écrire ce qu'on écrit et à se mettre à la place d'autrui, et ses preuves de vérité. Et je pense que ça, ce sont des critères qui vont étroitiser de plus en plus l'assise du roman, qui pose un problème majeur. Outre le fait que quand le réel est plus invraisemblable que la fiction, les gens vont moins vers la fiction. Or, nous vivons dans une période d'un réel très invraisemblable. Qu'est-ce que vous en pensez, François Samuelson ? Juste terminer revenir sur les salons avant. L'utilité des salons, c'est quand même amusé au fil du temps, c'est-à-dire la facilité de communication par le biais numérique et Internet fait que c'est devenu beaucoup moins crucial que ça ne pouvait l'être auparavant. Sauf les contacts humains. Voilà, les contacts humains, si vous voulez, mais le salon, c'est un peu tiré au tromblon, alors que quand vous parlez à quelqu'un, vous tirez au fusil à lunettes, quoi. Donc c'est pas exactement la même chose. Quant à la littérature du réel, c'est-à-dire l'autofiction, on a notamment celle que vous avez développée, alors je ne sais pas quel verbe employer, avec Emmanuel Carrère. Ah, c'est plus compliqué. Non, là, je dirais, il est un genre à lui tout seul. C'est-à-dire que il y avait l'autofiction, je dirais, plus classique. Mais là, lui, si vous voulez, à Serge Dubrovski. Lui, il s'est créé son propre monde et où il intervient lui-même dans le cadre du récit. Et c'est d'ailleurs ce qui avait débloqué son livre L'Adversaire. L'Adversaire est resté dans le tiroir pendant plus d'1 an parce que je crois qu'il avait un haut-le-cœur par rapport à cette histoire. Et puis, si vous voulez, le fait qu'il commence le livre en disant « J'accompagne mes enfants au moment où Roman assassine toute sa famille, son chien, je ne sais plus ». Donc, si vous voulez, tout ça a débloqué et ça a paradoxalement fait basculer Emmanuel dans ce genre qui lui appartient. Et d'ailleurs, une petite anecdote à ce sujet, on dînait un jour chez Éric Reinhardt, qui lui est un vrai auteur de fiction. Et je me souviens, après le dîner, on redescendait l'escalier et Emmanuel me disait son admiration pour Éric Reinhardt parce qu'il disait « Je serais incapable aujourd'hui de faire ce qu'il fait et ce qu'il fait est assez admirable ». Il parlait du système Victoria à l'époque. Mais Éric Reinhardt ensuite a fait de l'autofiction. Si, il a fait des textes. Également dans ce registre-là. Dans L'amour des forêts. Et justement, lorsque l'on prend ces différents genres, Olivier Nora, l'autre chose qui est en train de bouleverser le marché de l'édition, c'est ce qu'on appelle les IP, Intellectual Property, et le fait de disposer aujourd'hui de ce moyen-là pour rendre les éditeurs peut-être un peu plus heureux de faire leur métier ou de le faire plus facilement. Expliquez-nous comment fonctionnent les IP, à quoi ça sert. Oui, alors, ça c'est un vocabulaire d'industriels de la culture, pas d'hommes de culture. On ne parle jamais d'IP dans des maisons d'édition. On a des créateurs, des auteurs, des œuvres, et puis ces œuvres se trouvent possiblement pouvoir intéresser d'autres secteurs de l'activité culturelle. Donc, oui, plus le marché premier est difficile pour des livres, et plus nous valorisons en effet les moyens de décliner le contenu de ces livres sur l'ensemble des secteurs et des moyens possibles. Donc, on se sent cessionnaire de droit, on est propriétaire d'un copyright et cessionnaire de droit sur l'ensemble des supports possibles. Voilà. Dont, en effet, les adaptations audiovisuelles, dont les séries, puisque la série fait florès aujourd'hui. Et ça, c'est vrai que cet oxygène de la cession des droits étrangers, droits secondaires avec le poche, le club et l'audio et tout ce que vous voulez, et les droits audiovisuels, tout ceci nous donne en effet une plus grande capacité de retour sur investissement ou d'amortissement en tout cas des risques de la publication. Avec des sommes qui sont sensiblement supérieures à celles qui sont d'ordinaire utilisées ou mobilisées dans l'édition, Olivier. Oui, mais beaucoup d'appelés, peu d'élus, si vous voulez, c'est-à-dire entre
entre l'intérêt pour un livre, puis l'option, puis l'achat éventuel d'options, puis le tournage, puis le non-tournage, et puis enfin, je veux dire, voilà, c'est compliqué. Olivier C'est a compliqué. entièrement raison. Si vous voulez, le cinéma, pour aller vite, si vous voulez, est un cimetière de projets non aboutis. C'est-à-dire, des livres peuvent être pris sous option, mais une fois qu'ils sont pris sous option, ça ne signifie pas qu'ils deviendront des films. Et que le plus difficile, justement, est la construction du projet artistique qui va créer le film avec... Alors, par exemple, vous avez accompagné François Samuelsson, Karine Thuil avec Les choses humaines. Ça s'est passé comment ? Ça se passe comment ? Est-ce qu'on prend un livre, on se dit là, il y a la possibilité d'en faire un film ? Est-ce que Non, là, je ne vais pas m'attribuer des mérites que je n'ai pas. C'est simplement... simplement. Yvan Attal voulait absolument porter cette histoire à l'écran et... je connais très bien Yvan, et donc les choses se sont faites assez vite, oui. Dans la vie d'une maison d'édition. Il y a des moments où François est plus proactif, des moments où il est plus réactif. Voilà, il y a des choses que tu construis complètement, puis il y a des auteurs que tu représentes. Dorothée Cuneo, pour De Noël aussi, ça a fonctionné récemment, le fait justement de céder ce qu'on appelle des IP, des propriétés intellectuelles. Non, mais c'est vrai que l'époque n'a jamais été aussi avide d'histoire. C'est-à-dire que tout le monde cherche des bonnes histoires quand même. Tout le monde cherche la famille qui a été renversée par une balaine en mer Pacifique, la mère qui est devenue le père, enfin, etc. On nous raconte tout le temps l'histoire et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avidité pour cette histoire. Là, on a eu un formidable exemple d'IP, je ne sais pas, mais en tout cas d'adaptation, et on voit que le roman reste une matrice. Je parle de 18.3 de Pauline Guéna, qui est d'abord un livre, un récit, un an à la PJ, et qui va devenir La nuit du 12, inspiré, donc qui va avoir donc c'est le livre qui a eu 6 Césars, qui est aussi le film qui a eu 6 Césars, pardon, qui a été aussi, enfin qui a pu inspirer le personnage du flic En thérapie, la première saison, si vous vous en souvenez, c'était aussi écrit par Pauline Guéna, l'autrice, et puis qui va sans doute peut-être se décliner en série. On a aussi des demandes de remake des Espagnols ou d'autres pays qui voudraient refaire La nuit du 12. Bref, on voit que quand même la littérature reste la matrice. Mais alors, oui, j'ai essayé de faire dire à François Samuelsson que ça a changé votre métier. J'avais du mal tout à l'heure. Je vais essayer avec vous, Dorothée Cuneo, parce que quand même le fait qu'aujourd'hui, l'économie du livre, et notamment pour les auteurs, est une économie qui, pour beaucoup d'auteurs, est une économie assez précaire. C'est compliqué de vivre ce que l'on écrit. En revanche, si on fait une adaptation, ou si on a la chance de voir son livre adapté, ça change la donne. Ça veut dire que les manuscrits qu'on vous envoie, les livres qu'on vous propose sont probablement plus enclin à avoir derrière la tête l'idée d'une adaptation, d'une série, ce genre de choses. Oui, il y a toujours, c'est vrai qu'il y a cette double détente, mais néanmoins, l'adaptation va surtout, on va dire, quand elle réussit, quand elle aboutit, quand un livre devient un film, un livre, enfin l'adaptation, l'achat, c'est 2 ou 3% du budget d'un film, le livre. Mais on espère que ça va, effet... Ça dépend comment c'est négocié. Bien sûr, bon, attention. Mais en revanche, on espère que ça va vraiment aider l'auteur. C'est-à-dire que là, l'auteur va pouvoir devenir éventuellement co-scénariste va aider au film. Et puis ensuite, on va revendre le livre en poche, on pourra le traduire. Donc oui, c'est vertueux. Évidemment. Non, mais Olivier Nora. L'incise de François est significative. Il va chercher à vous démontrer que nous sommes incapables de faire des sessions de droit. En tout cas, les agences sont mieux outillées pour ça. C'est vrai qu'il préfère nous laisser ne pas vendre les livres en librairie et vendre les droits d'adaptation au cinéma que l'inverse. Voilà. Non, je m'inscris en faux sur ce que dit Olivier. Le législateur en 85 a très clairement séparé le contrat au cinéma et le contrat auteur, faisant un clin d'œil. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avant, les droits cinéma étaient une sorte de déclinaison naturelle des droits littéraires et que ça ne l'est plus depuis 85. C'est un contrat séparé. Voilà. Et ça veut dire que ce contrat séparé peut être signé par l'auteur avec l'éditeur ou quand il y a un agent, l'agent peut garder. Rassurez-vous, l'éditeur a trouvé la parade. Je veux dire, le problème n'est pas là. Mais je veux dire, ça veut dire que les droits de cinéma n'ont pas forcément à être cédés à l'éditeur, dont ce n'est pas le métier. Enfin, dont ce n'est pas le métier, mais qu'il se trouve pouvoir exercer très bien. La traduction, Olivier Nora, le fait de voir le rayonnement de la littérature française à l'étranger, là aussi, c'est une source de revenus. Ça se passe comment aujourd'hui ? Qui sont les auteurs français qu'on lit à l'étranger ? Michel Houellebecq.
Oui, notamment Houellebecq. Enfin, si vous parlez des auteurs dans notre catalogue, moi, Laurent Binet est lu, La Tresse a été très lu et très cédé, Petit Pays de Gaël Faye a été Laetitia très lu et très Colombani. cédé. Virginie Despentes aussi. Virginie, bien sûr. Oui. Et alors, Houellebecq, François Samuelsson, parce que c'est vous qui l'avez accompagné, là aussi, c'est aujourd'hui l'écrivain français le plus connu, diriez-vous? Écrivain, oui, je pense Vivant, que... on va dire aussi. Oui. Il est traduit dans 44 langues. Oui, bien sûr. Je ne l'ai pas accompagné dans toutes ces entreprises cinématographiques. Mais Carrère aussi. Carrère aussi. Oui. Emmanuel Carrère aussi. C'est pas toujours une question de prouesse quantitative. C'est pas le nombre de langues. L'important, c'est l'imprégnation réelle dans des marchés étrangers. Qu'est-ce qui fait que des auteurs sont très repérés. Alors, il y en a qu'on suit de moins près, mais qui, je pense, font des belles carrières. Je pense que des auteurs comme Musso, comme Lévy, etc., doivent être des auteurs assez connus. Là, simplement, on est moins proche de la balle parce qu'on ne les publie pas. Voilà. Dorothée Cuneo. À l'inverse, on peut quand même déplorer qu'il y a de moins en moins de littérature étrangère qui soit lue en France. On regarde dans la liste des best-sellers en fiction ou en non-fiction. Là, cette semaine, par exemple, en non-fiction, tout est français. Le premier, c'est Quentin Tarantino, premier étranger, qui est à la 30e place, mais c'est vraiment, c'est hyper français. Et en littérature, ceux qui sont lus là... Hyper français, hyper anti-vax et hyper Zemmour. Ça vous c'est donne un peu le vraiment- barycentre du pays. C'est très joyeux. Et en littérature, c'est Stephen King et Bret Easton Ellis. Et le reste, on est sur la dark romance, qui est assez française d'ailleurs quand même. Donc là, il y a aussi Non, il y a vraiment un un vrai problème de sujet sur la littérature fermeture. étrangère. Vraie Un difficulté. mot de conclusion là-dessus, Olivier Nora. Je ne sais pas si on peut conclure sur l'ensemble des sujets qu'on a abordés. Mais... Non, sur la littérature sur étrangère et sur vos étrangère. inquiétudes. Il faut, là-dessus, je pense qu'il faut, On a besoin de il faut vous, que Guillaume. voilà, un des problèmes. Mais nous sommes là, déjà. Non, mais un des problèmes qui se pose, c'est qu'en réalité, ni les radios ni les télévisions ne prennent plus le risque d'inviter des auteurs étrangers qui ne maîtrisent pas le français. Eh bien, Voilà. on le fait dans les matins de France Culture et dans le reste, bien sûr, Bravo. de la grille de Merci. France Culture. Merci François Samuelsson, merci à vous Olivier Nora et Dorothée Merci Cuneo. beaucoup, Alors j'en Guillaume. profite Merci. quand même pour vous donner les résultats de la radio, parce qu'on a parlé des résultats des éditeurs, et le résultat des auditeurs, comme sont les audiences Médiamétrie aujourd'hui et qu'elles viennent d'être publiées pour les mois de janvier à mars. France Culture signe un début d'année dans la continuité de ces très bons résultats. Il me faut donc remercier nos 1 673 000 auditeurs. La chaîne enregistre également de très bonnes audiences sur le numérique, puisqu'elle est la deuxième station la plus écoutée en différé et qu'elle enregistre 30 millions d'écoutes à la demande par mois. Un grand merci à tous pour votre fidélité. Vous allez pouvoir, grâce à cela, écouter Anne-Laure Chouin dans quelques instants dans son point sur l'actualité.